à tous. Donc, nous revoilà pour la présentation du jour qui porte aujourd'hui sur l'IR et l'IS agricole. Donc, on va commencer par présenter le régime de droit commun qui s'applique, donc les bénéfices agricoles, qu'on comparera à l'IS. Donc, on verra que finalement, il y a du bon dans ces deux régimes et que le plus performant, c'est de pouvoir coupler les deux. C'est ce que permet la holding. Alors, on va le présenter dans la troisième partie de notre présentation. Donc, moi, c'est Pauline Triconnet. Je suis spécialisée en bénéfices agricoles. Je gère un portefeuille essentiellement de céréaliers qui ont aussi de la diversification et des sociétés commerciales rattachées à leur exploitation et qui fonctionnent avec une holding. Bonjour, donc Alain Mira, j'ai été pendant 42 ans comptable dans un centre de gestion agricole dans la Marne. J'ai beaucoup travaillé sur l'IS en agriculture, les avantages et les inconvénients. Et j'ai été pendant 15 ans professeur intervenant extérieur à l'IDREA ou à l'école des juristes ruraux et agricoles. Donc, notre présentation du jour, elle s'insère dans une série de vidéos qu'on a commencé sur la prévention des difficultés économiques dans le monde agricole. Donc, on a fait une première présentation sur le marché, comment gagner en sécurité financière, c'est le titre. Le but, c'était de vraiment expliquer dans quel environnement évoluaient les agriculteurs pour mieux cibler leurs problématiques. Donc, ils sont face à des problèmes météorologiques du fait de l'activité, mais aussi et surtout géopolitiques, ce qui complexifie l'état du marché et surtout des ventes et du revenu. Donc, on a présenté ça dans cette première vidéo. Ensuite, on a fait une vidéo sur l'optimisation de la gestion du stock avec une première partie très théorique sur la gestion comptable de ces stocks, comment on le valorisait en fonction, si on parlait d'animaux à valoriser, de céréales. Les techniques sont différentes, donc on a exposé ce principe-là. Et ensuite, on avait une deuxième partie de vidéo avec l'optimisation du stock, donc la manière dont on peut optimiser les ventes. Donc, toutes ces deux vidéos sont disponibles sur YouTube en replay ou sur le site du comité. Et aujourd'hui, on parle IR-IS. Donc, le point de départ de notre présentation, c'est le constat suivant. Les revenus des agriculteurs sont très irréguliers, du fait quand même de la météo et de l'activité en elle-même. Vous pouvez avoir une année qui est très fructueuse et l'année suivante où vous êtes en déficit. Donc, il y a vraiment des revenus qui sont en dents de scie. Et en plus de ça, les années où la récolte est bonne, où les ventes sont bonnes, on a une pression fiscale qui est très forte. Donc, le but, et c'est la présentation du jour, c'est comment on optimise cette pression. Et à côté de ça, on a aussi des patrimoines qui sont souvent très conséquents, complètement décorrélés de ce que peut nous rapporter l'exploitation de ces terres, ce qui complexifie la transmission. Donc aujourd'hui, la question c'est la suivante, comment piloter? Donc un plan en trois parties. Déjà, on va revenir sur les champs d'application des bénéfices agricoles, leurs spécificités. Deuxième partie, c'est Alain qui la traitera sur l'option pour l'IS, le fait qu'on perd les avantages des bénéfices agricoles. Et ensuite, troisième partie sur la holding, au moment où on couple les deux régimes. Donc, le champ d'application des bénéfices agricoles. Il s'applique pour toutes les sociétés déjà qui sont agricoles par nature. Les sociétés agricoles, ce sont des sociétés civiles, donc leur objet doit obligatoirement être agricole. On voit la définition juste après. Les sociétés civiles, elles sont non commerçantes par nature. Alors, on verra qu'on peut quand même, malgré tout, faire un petit peu de commerce avec les bénéfices agricoles si cette activité commerçante, elle est rattachée à l'exploitation. Et ensuite, la responsabilité est illimitée. Alors, on verra qu'il y a des évolutions. Aujourd'hui, quelques formes juridiques permettent une responsabilité limitée. Une définition de l'activité agricole, elle est donnée par le Code rural dans son article L311.1. Donc,
3 points en ressort. Je ne vais pas lire toute la définition, mais déjà, il doit y avoir une production agricole, une relation avec un cycle biologique de production animale ou végétale. Ensuite, toutes les activités dans le prolongement de la production rentrent aussi dans l'activité agricole. Par exemple, toutes les activités de transformation. Vous faites du blé que vous transformez en farine. Cette activité de transformation, elle rentre bien dans le prolongement de la production. Disons, il y a une continuité entre le produit de base, je prends toujours l'exemple du raisin, qui se transforme en vin, quelle que soit la région viticole où vous êtes. Le fait de mettre en bouteille la production de raisin n'est pas un acte commercial. Dès l'instant que c'est votre propre raisin, vous avez une continuité du croix végétal, donc le raisin qui se transforme dans un vin X et qui est vendu par l'exploitant agricole. Ou par exemple, mais pour des raisons diverses, si vous aviez dans la continuité de la production un manque de produits, il faut que vous alliez acheter par exemple des œufs pour vendre des œufs. Là, on est bien dans un acte commercial qui ne doit pas dépasser certaines limites de chiffre d'affaires. Sinon, les conséquences sont fiscales. Et ensuite, toutes les activités support de l'exploitation rentrent aussi dans cette activité agricole. Je pense notamment aux activités d'accueil, de gîtes à la ferme. Tout ce qui est agrivoltaïsme aussi rentre dans ces BA. Tout dépend si on dépasse ou pas les seuils qu'on vous présente juste après. Donc IRIS, régime de droit commun, c'est du BA, on est à l'IR. L'IS est possible sur option. Et pour ces activités commerciales, on y vient. En fait, elles peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles. Pas besoin de créer une société en plus. Si, et seulement si, les recettes dégagées par cette activité commerciale ne dépassent pas 50% des recettes agricoles. Ou bien que le chiffre d'affaires généré par cette activité commerciale ne dépasse pas 100 000 euros. Sinon, on bascule automatiquement à l'IS, où on doit créer une société commerciale. Donc, 3 régimes d'imposition. Les micro-BA, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Le micro-BA, il s'applique si la moyenne sur 2024 et 2025 était inférieure à 120 000 euros hors taxe, TER7, et qui n'excédait pas en 2023 91 900 euros. Ce régime, il permet d'être taxé seulement sur 13% des recettes. Il y a un abattement qui est forfaitaire. Et pour les GAEC, petite particularité, en fait, le principe du GAEC, c'est que c'est une société composée de plusieurs associés qu'on considère comme entrepreneurs individuels. Donc, tous ces seuils, ils sont calculés à la personne. Donc, en fait, on les multiplie par le nombre d'associés. Dans la panoplie des sociétés agricoles, le GAEC est un peu une originalité. C'est-à-dire c'est une association, c'est un assemblage d'exploitants agricoles qui gardent leur individualisme, entre guillemets, ce qu'on appelle la transparence. Donc la transparence permet, en fonction du nombre d'associés, de multiplier les possibilités, les plafonds ou les aides bénéficiant à ces exploitations. Donc le GAEC, transparence, c'est la notion particulière de cette société. Ensuite, le régime réel simplifié, on y bascule dès lors qu'on dépasse les seuils du micro-BA, donc entre 120 000 et 391 000 euros hors taxe sur les 2 derniers exercices. On peut aussi opter pour ce régime sur option, dès lors qu'on veut déduire ses charges réelles, donc dès lors que en fait, ces charges elles sont supérieures à l'abattement de 13%. Et ce régime, il impose une tenue de comptabilité avec un bilan, compte de résultat, voilà, une tenue de comptabilité. Le régime réel normal, lui, s'applique dès lors que les seuils du régime réel simplifié sont dépassés. Et pareil, tenue d'une comptabilité, bilan, compte de résultat. Donc, dispositifs fiscaux qui sont spécifiques au secteur agricole. Donc déjà, on est sur de l'IR, donc c'est le principe de transparence qui s'applique. En fait, peu importe la rémunération que l'exploitant prendra, c'est bien le résultat final sur lequel sera imposé l'exploitant, peu importe qu'il prenne ou pas de rémunération. Pour les GAEC,
eh bien, chaque associé sera imposé comme exploitant individuel. On y revient toujours parce que c'est la vraie particularité de cette société-là. Ensuite, pour tout ce qui est aide PAC et aide jeunes agriculteurs, elles sont multipliées elles aussi par le nombre d'associés en GAEC. Et ensuite, les BA, ils permettent un accès aux dispositifs agricoles spécifiques, notamment aux moyennes triennales, au DEP, donc la déduction pour épargne de précaution. On l'explique dans le slide juste après. Et ça ouvre droit aussi aux exonérations de plus-value professionnelle. Et ensuite, on a une reconnaissance fiscale jeune agriculteur qui permet des abattements et déductions d'intérêts d'emprunt. Surtout l'abattement de 50% pendant 5 ans. Un abattement très conséquent. Donc la DEP. La DEP, en fait, elle permet aux exploitants agricoles qui relèvent des BA, donc de l'impôt sur le revenu, la possibilité de déduire de leurs bénéfices imposables une somme qui est destinée à constituer une épargne pour les campagnes futures. Concrètement, si il y a une année qui a été très fructueuse, vous allez pouvoir dire, bah voilà, je vais mettre 50 000 euros de côté que je réintégrerai sur les années suivantes. Les années suivantes, ça veut dire maximum 10 ans pour réintégrer. Et attention, ce qu'on met de côté doit être conservé en épargne professionnelle. Donc au moins 50% doit être conservé en monnaie, donc à la banque, sur un compte bancaire, en physique, ou bien en physique, sur les stocks de fourrage, céréales et animaux, ou en dépôt à la coopérative. Et avantage supplémentaire intéressant, la DEP, si elle est réintégrée aujourd'hui sur une année où il y a eu un aléa climatique, environnemental, sanitaire, eh bien, il y a 30% des sommes qui sont réintégrées qui vont être exonérées d'impôts. Ensuite, on a les seuils qu'on vous laisse... on ne va pas les présenter, en fait, c'est un peu long pour pas grand-chose. Mais voilà, il y a les barèmes en dessous. Il faut aussi savoir que ce n'est pas une provision comptable et pas dans la comptabilité, c'est une provision fiscale, donc qui se gère sur un document dans les annexes fiscales. Vous mettez, j'ai pris 50 000 euros. Dans la comptabilité, vous ne la voyez pas. Par contre, vous avez la garantie, comme l'a dit Pauline, bancaire, stock ou physique, qui, elle, est présente. Et quand, au bout de 10 ans, vous aurez un événement qui vous permet de la réintégrer, eh bien, c'est sur le document suivi des provisions fiscales qu'il faudra soustraire si vous réintégrez 20 000 ou 30 000. Si vous réintégrez 20 000 ou 30 000, ça vous permettra aussi de réinjecter la trésorerie qui permet de faire face aux aléas. Et par contre, c'est un mécanisme de réduction des bénéfices agricoles. On verra tout à l'heure quand on parlera d'IS. Quand vous passez à l'IS, il faudra épurer tout ça. On ne fait pas de DEP à l'IS. Donc, automatiquement, avant de passer du BA à l'IS, il faudra réintégrer toutes ces sommes non encore réutilisées. Et attention quand même, parce qu'en fait, quand on met cette DEP de côté, et ben, au moment où l'impôt n'est pas encore payé. Donc, au moment où on réintègre, on paye l'impôt dessus. C'est le problème des provisions. Oui. Quand on fait une provision, on est content. Quand on la réintègre, on est moins content. Voilà. Donc, passage à l'IS. Donc, l'IS se détecte, est-ce qu'il faut que je passe à l'IS ou pas à l'IS? Alors, quand vous êtes en BA dans une société, et si pour diverses raisons vous avez étudié, calculé, analysé, vous dites l'IS c'est le système qui me convient, il faut donc opter à l'IS. Donc, c'est un courrier au service des impôts, dont dépend l'entreprise. Tous les associés doivent signer, parce que tout le monde deviendra associé d'une entreprise à l'IS, et avant la fin du 3e mois de l'exercice concerné. Donc, si vous êtes clôturé un 31/12, nous sommes le 9 mars. Si pour l'exercice 2026, vous souhaitez être allié, vous avez encore, on va dire, 3 semaines pour envoyer l'option. Et quand l'option est envoyée, elle devient irrévocable. Alors, il y a des cas de possibilité de renonciation, mais une fois qu'on est à l'IS, on va dire on est à l'IS. De plein droit, c'est-à-dire vous êtes en société agricole, vous faites une activité commerciale qui est, comme l'a dit Pauline, dans un premier temps rattachée aux bénéfices agricoles, mais vous dépassez 50% des recettes agricoles par de l'activité commerciale ou votre activité dépasse les 100 000 euros. Donc, votre société, elle, bascule l'année qui suit automatiquement
à l'IS, sans option. Donc, si l'année d'après, votre chiffre d'affaires redevient inférieur, vous revenez en BA. Vous n'avez pas opté. Donc, il faut aussi penser à ça. Et aussi, un truc qu'il va falloir que vous pensiez, quand vous avez ce cas, j'opte à l'IS ou je passe à l'IS sur option ou sur deux droits, là, vous devez estimer la valeur de la part que vous mettez dans votre dossier fiscal. Le jour où je passe à l'IS, la valeur vénale de la part de la société vaut tant. Parce que si dans 10 ans, 15 ans, vous vendez les parts, en fonction de la fiscalité d'aujourd'hui, en 10 ans, il se peut que ça change, mais vous savez, la fiscalité, il y a toujours des acquis. Et vous aurez à gérer la plus-value vie à l'IRPP, enfin en BA, donc plus-value, j'allais dire tout simplement des bénéfices agricoles, et la part du jour où j'ai opté à l'IS ou le jour où je vends, ça devient des plus-values de titres à l'IS. Donc ce n'est pas la même fiscalité. Et par contre, si dans 10 ans, vous avez omis de calculer la valeur de la part, vous aurez du mal à la retrouver, à part essayer de réimaginer tout ce qu'il y avait eu le jour du passage à l'IS. Donc, le fait d'être à l'IS, vous perdez les avantages du BA. Donc, tous les dispositifs spécifiques, moyenne triennale, si vous l'avez pris, l'année où vous êtes à l'IS, vous n'avez plus de BA puisque votre revenu redevient soit un dividende s'il est versé à l'Assemblée générale, donc l'année d'après, ou une rémunération de dirigeant de société. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas d'IS-BA. Il y a un IS, et dans l'IS, vous faites du BC, du BA, ou peu importe ce que vous faites, mais il n'y a pas un IS-BA. Une fois que vous êtes passé à l'IS, c'est le régime des commerçants. Donc, tous les dispositifs qui permettaient de réduire le bénéfice agricole, moyenne triennale, c'est perdu. Voilà. Si vous êtes en moyenne triennale, que vous passez à l'IS de droit, que vous revenez en BA, dans 4-5 ans, la moyenne triennale revient parce que vous n'avez pas désopté de la moyenne triennale. Donc, il va falloir suivre tout ça en parallèle sur votre dossier fiscal. Les jeunes agriculteurs qui avaient une rémunération de jeune agriculteur BA avec un abattement de 50%, duquel ils pouvaient déduire les intérêts de prêt JA qu'ils ont fait à titre personnel et les cotisations sociales, perdre cet avantage, que ce sont des dirigeants de société à l'IS, et là, ils ont leur rémunération, comme un dirigeant de société de SRL, moins les cotisations sociales. Et fini les abattements agricoles. Donc, pas d'avantages fiscaux JA, c'est ce que je viens de dire. Et puis, les dividendes taxés en revenus de capitaux mobiliers. Donc, là, quand vous êtes en BA, vous clôturez le 31 décembre, vous ayez fait l'Assemblée générale ou pas, on affecte les BA aux actionnaires au prorata de leur part, plus leur rémunération. Alors que quand on est à l'IS, il faut une décision d'Assemblée générale qui distribue les dividendes. Sinon, il reste en réserve. Ce qui n'est pas distribué, on repart à nouveau. Donc, par contre, le désavantage aussi, c'est que quand vous êtes en BA, vous savez très bien que vous êtes soumis aux parts, aux taux proportionnels, enfin à des taux qui montent de 15 à 40%, plus de la CSG et tout. Alors qu'à l'IS, au moins, l'impôt est dans la société, il est maîtrisé, on connaît, il est 15 et 25. On a possibilité de ne pas distribuer. Quand on ne distribue pas, ça veut dire qu'on laisse de l'argent en réserve ou on repart à nouveau. Donc, c'est de l'argent qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Donc, ça a aussi pour effet d'augmenter les capitaux propres, donc des plus-values peut-être plus tard. Donc, cette gestion, comme l'a bien dit Pauline, il y a le revenu agricole. Le but, c'est de garder le maximum de trésorerie. Et comme on a souvent du patrimoine foncier, bâtiments divers et variés, on a aussi des plus-values qui arriveront un jour ou l'autre. Donc, tout ce que je ne distribue pas, qui n'est pas taxé, devient de la plus-value latente pour plus tard. Et puis les cotisations sociales, au moins en agriculture, le bénéfice, vous payez plein pot sur tout ce que vous déclarez quand vous êtes en BA. Et au moins, l'avantage, quand vous êtes à l'IS, vous êtes le maître de votre cotisation sociale. Vous savez qu'au-delà du plafond de la Sécu, on paye pour la solidarité nationale, ce qui peut être une très bonne action, quelque part. Mais le but d'être à l'IS, c'est quand même de maîtriser le revenu et la trésorerie. Donc, souvent, on met des rémunérations égales au PASS pour ne payer que le minimum du maximum de droits. Et là, au moins, la maîtrise, elle est totale. Si pour des raisons diverses, l'exploitant n'aime pas la MSA, ça peut arriver, vous pouvez réduire la rémunération, mais il aura un revenu réduit, pas trop de cotisations sociales et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc, gérer aussi avec lui si la trésorerie
le permet donc de quel est le niveau de revenu le plus optimisant pour lui et qui permet de garder de la trésorerie. Donc il y a l'optimisation possible et en tant que comptable, vous avez un gros boulot à faire et en plus on a une perspective, on sait où on va. Alors évidemment, les revenus agricoles sont aléatoires, etc. Mais au moins, vous maîtrisez à peu près les taux. Récapitulatif donc, entre IR et IS, donc impôt sur les sociétés. Donc on a un impôt sur les sociétés, taxation sur ce que l'on prend en rémunération. Alors, vous fixez la rémunération à l'Assemblée générale, vous la prenez, vous avez 12 fois 3 000 euros, enfin je dis n'importe quoi, 36 000 euros, duquel vous déduirez la MSA. Par contre, si vous passez la MSA en charge dans la société, ça devient un avantage en nature qui va se rajouter à la rémunération. Taux d'imposition fixe connu et cotisation sociale maîtrisée. On est en impôt sur le revenu, principe de transparence, tout le résultat est imposé même si l'argent reste dans l'exploitation. On perd l'avantage des exonérations de plus-value. Effectivement, quand vous êtes à l'IS, vous n'avez plus d'exonération de plus-value. Dès l'instant que vous vendez le moindre matériel, vous êtes taxé aux plus-values de l'IS. Un impôt sur le revenu, vous avez la reconnaissance fiscale. C'est souvent le problème quand on a un papa et un fils qui s'installent. Le fils bénéficie des déductions et le papa est peut-être dans une tranche en fin de carrière et on a une ambiguïté à être à l'IS. Évidemment, vous connaissez mieux que moi l'imposition au barème progressive votée ou pas par le Parlement et puis les cotisations sociales sur l'intégralité du bénéfice agricole, donc peu de marge de manœuvre. C'est là qu'on peut se poser la question, un peu comme un cuisinier, j'ai sauce blanche, sauce brune, est-ce que je ne dois pas avoir du BA et de l'IS? Et là, la holding peut devenir un instrument très intéressant dans certains cas. Parce qu'en fait, dans les deux cas de figure, il y a des points positifs dans les deux régimes. Une troisième partie, coupler les deux régimes. Donc ça, c'est une présentation qu'on a déjà fait directement auprès d'agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on revient aussi sur la définition de la holding, etc. Donc la holding, qu'est-ce que c'est? On ne vous l'apprend pas, c'est une société qui détient des parts d'autres sociétés, donc la société d'exploitation, société foncière, donc GFA, SCI, voilà, ou la société de commercialisation, si on a une de rattachée. Cette holding, elle est souvent passive en agricole, mais elle peut aussi être animatrice. Et cette holding, elle n'exploite pas directement, elle pilote et elle finance. Donc, pourquoi on crée une holding? C'est parfois pour faire payer moins d'impôts immédiatement à l'exploitant, mais c'est surtout pour mieux gérer dans le temps les flux financiers, mieux gérer l'impôt. Comme l'a dit Pauline, la holding, quand vous êtes à l'IS, c'est que vous avez fait l'analyse qu'il y a plus de trésorerie disponible qui va rester dans l'entreprise. Et cette trésorerie disponible qu'on aurait dû donner en MSA ou en impôt, elle est là. Donc, on peut toujours avoir besoin de sous, ce n'est pas la question, mais le but, ce serait de le remonter dans une holding qui devient donc un petit peu la détentrice de l'argent et qui va vous permettre, en créant des filles, une SRL ou une SCI, de vous aider à autofinancer ou développer des autres entreprises. Ou alors, avoir de la trésorerie disponible en attendant de racheter du foncier, parce que l'exploitation agricole, il y a toujours des problématiques de foncier qui arriveront, et ça peut être un atout pour demain. Donc, l'objectif numéro 1 de cette holding, ça va déjà être de garder de la trésorerie. En fait, le principe, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'une part du résultat BA va pouvoir remonter à la holding, ma holding qui a des parts dans mon exploitation, va être remonté à la holding et imposé à l'IS dans la holding. Cet argent, il va donc rester dans le groupe et surtout, il ne va pas être imposé en BA sur la personne physique, mais à l'IS dans ma holding. Donc, on va éviter la MSA. Dès qu'on bascule à l'IS, on enlève la MSA. Donc, il y a une grosse économie là-dessus. Et à quoi va servir cette trésorerie? Et ben en fait, la holding, on va pouvoir s'en servir un peu comme une banque personnelle. Tout ce qu'on veut remonter dedans va pouvoir remonter, mais en période difficile, on peut aussi ressortir de la trésorerie de la holding. Et surtout, on va gérer l'impôt à l'année. En fait, chaque année, ce qu'on va remonter à la holding va être imposé, et ce qu'on va redescendre, il n'y aura plus de taxation dessus parce qu'on aura déjà payé l'impôt. C'est quand même aussi intéressant à ce niveau-là parce qu'on gère année par année. On n'a rien qui traîne comme une DEP qu'on doit réintégrer avec une somme quand même astronomique.
Donc, on gère le problème à l'année. Donc, à quoi sert cette trésorerie? Ça, c'est en fonction des organisations de chacun, mais souvent à financer du foncier, de l'immobilier, des parts sociales aussi, donc, des investissements financiers, surtout du matériel aussi, et donc sécuriser les années difficiles parce que cet argent, il va pouvoir redescendre dans la société d'exploitation si besoin. Donc, un cas pratique qui expose ce mécanisme, SEA Martin qui dégage sur un exercice 200 000 € de résultats. Donc, c'est Jacques et Jean, deux associés, qui aimeraient maîtriser leur impôt et la MSA. Donc, on a un premier cas sans holding et deuxième cas avec holding, où la holding détient 49% de la SCEA. Donc, c'est parti. Premier cas à gauche, 200 000 € de résultats dégagés. Donc, Jacques et Jean, ils ont 50-50 chacun. Donc, leur quote-part, ils sont BA à l'IR. Donc, c'est d'office 100 000 € chacun. Ils vont payer en IR environ 25 000 €, en MSA 40 000. Concrètement, dans leur poche, à la fin, il leur reste 35 000 €. Tout le résultat à l'IR, il est taxé. C'est le principe de transparence. Il n'y a aucun réglage possible. Impôt et MSA total pour la SCEA, c'est quand même 130 000 €. Deuxième cas, si on crée une holding donc qui est rattachée à 49% dans la SCEA, les associés ils vont avoir 50%, 50% moitié-moitié chacun, donc leur quote-part c'est 50 000 € sur les 200. En IR, ils vont devoir payer environ à l'IS, à l'IR, parce que du coup toute cette partie-là est en BA. À l'IR, 9 000 €, MSA 19 000, ce qui fera environ 22 000 € net en poche. À côté de ça, la holding, donc le résultat qui va remonter dedans sera taxé à l'IS. Donc on aura les 42 500 premiers euros à 15%, donc 6 375 € d'imposition. Au-delà, on est à 25, donc 13 008 sur le restant. Donc l'IS total payé, 22 250 €. En net, il reste 77 750 €. Concrètement, là, on aura choisi combien on paye d'impôts. L'impôt, la MSA totale, elle sera de 76 250 €. Et trésorerie dispo économisée au total grâce au système holding, sur une année à 200 000, ce sera environ 53 750 €. Donc, résultat assez flagrant ici. La difficulté humaine, après, quand on a ce genre de cas, c'est d'expliquer aux gens, vous faites une économie, mais évidemment, l'économie, vous avez vu, elle est dans la holding. Cette holding, évidemment, les gens, ils peuvent prendre l'argent, il n'y a pas de problème avec des conséquences, mais il faudra bien expliquer que la holding, c'est quand même une société qui est quand même au-dessus d'eux et qui est parallèle à eux, et que ça doit être une entreprise avec laquelle il va falloir apprendre à gérer et à trouver des projets futurs. Donc après, comme l'a bien dit, foncier, société, etc., on va dire, il faudra aussi beaucoup d'explications pédagogiques humaines derrière ça. Et justement, comme cette présentation, on l'a faite auprès d'agriculteurs, on va exposer des cas de sociétés rattachées, justement avec une SCI, voir comment ça fonctionne, parce que c'est souvent le projet qui est derrière. C'est préparer sa retraite et comment je fais pour retrouver de la rentabilité grâce à ma holding. Donc, objectif 2, la retraite. Le constat, c'est que les retraites agricoles sont souvent faibles, voire très faibles. Et surtout, il y a une forte dépendance à la vente de l'outil de travail. On attend, pour payer sa retraite, de vendre son exploitation pour avoir une forte somme d'argent, pour pouvoir réinvestir le capital. Touche un capital à la vente à la fin. Donc, en quoi c'est un outil pour la retraite? Parce que la trésorerie accumulée grâce à ma holding, elle permet d'investir progressivement et de créer des revenus récurrents. Donc, immobilier, dividendes. Et à la retraite, en fait, les investissements, ils vont permettre de se verser un revenu qui est régulier. Et dans ce cas-là, on transforme le résultat d'exploitation en un revenu futur quand on le réinjecte à la holding et qu'on le réinvestit. Donc, un cas qu'on explique souvent aux exploitants,
si ils investissent dans un bien, ils trouvent un bien à 7% de rentabilité sans holding. S'ils souhaitent investir 1 million d'euros, déjà rien que pour ressortir l'argent, ils vont payer de la flat tax 300 000 euros. Donc, ils ne vont pouvoir utiliser que 700 000 euros. S'ils investissent ces 700 000 euros dans ce bien à 7% de rentabilité, ils vont dégager un revenu d'environ 49 000 euros par an sur lequel ils vont payer de l'impôt. Concrètement, en poche, il va leur rester à peu près chaque année 25 000 euros. Tandis qu'avec une holding, si c'est la holding qui investit directement, eh bien, les 1 million vont pouvoir être investis, sur lequel il y aura 7% de rentabilité, c'est le même bien. Donc 70 000 euros de revenus environ par an. Après impôt, on tombe à 49 000 euros en poche en moyenne, ce qui fait quand même, grâce à l'utilisation de la holding, environ 24 000 euros en plus par an. Et ensuite, le cas de la SCI qui est rattachée à la holding, ça peut être très performant parce que si ma SCI est rattachée à ma holding, que ma SCI investit dans le bien, qu'elle l'amortit, et bien ces amortissements, ils vont pouvoir ils vont faire diminuer mon résultat. Donc, si on amortit pendant 20 ans, eh bien, on réduit notre impôt sur 20 ans. Concrètement, si on a une holding à l'IS, une SCI à l'IR, on va pouvoir acheter un immeuble, l'amortir sur 20 ans, et chaque année, la valeur de ces amortissements, ils vont venir baisser mon résultat. Exemple très concret, un immeuble qu'on achète 400 000 euros. Si on l'amortit pendant 20 ans, ça fait l'amortissement à 20 000 euros par an. Ces 20 000 euros, ils viennent diminuer mon résultat d'autant chaque année. 20 000 euros, ça fait une économie d'environ 5 000 euros d'IS à 25%. Au bout de 20 ans, on a économisé 100 000 euros d'IS. Et objectif numéro 3, c'est aussi la transmission. Parce que la transmission, elle va pouvoir être facilitée. Les enfants, ils vont reprendre donc la société d'exploitation. Et les parents, eux, vont pouvoir conserver les revenus qui sont générés par les investissements de la holding. Et en plus de ça, ils vont pouvoir anticiper en donnant la part de nue propriété aux enfants de la holding. Et le plus malin, ça va être de transmettre au plus tôt les parts de la holding aux enfants, parce qu'en fait, tous les revenus qui vont être accumulés dans la holding après la transmission aux enfants, et bien, ce sera de la transmission gratuite. En plus de ça, il y a aussi des avantages importants. Il y a une moindre pression financière sur le repreneur, que ça va pouvoir se faire au fur et à mesure, avec une transmission progressive. Voilà pour la présentation du jour. Une petite remarque, quand vous avez des exploitants qui vous posent la question, parce que le coût classique, c'est j'ai une tranche d'impôt à 42% et j'entends l'IS à 15 et à 35, c'est très simpliste. Hein. Il faut aller un peu plus loin que ça, parce que vous savez très bien que l'IS, c'est une chose, le revenu dirigeant de société, ça revient sur la 2042, donc c'est tout un assemblage très compliqué. Et quand j'avais à analyser on passe ou pas à l'IS, en général, on fait une analyse 2 ou 3 ans avant, parce qu'il faut déjà préparer. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait une belle exploitation dans la région de Provins, à qui on faisait économiser, grosso modo, grâce à l'IS, 200 000 euros par an. Il était donc IS, revenu dirigeant de société. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous avez vu pour les BA, la DEP augmente, tout ça. Mais monsieur, vous n'avez plus de BA. Donc la DEP, ah mince, j'ai perdu mon statut d'agriculteur. Non, vous n'avez pas perdu. Il faut être très pédagogue. Donc une analyse, parce que vous aurez souvent à analyser, quand on est à l'IS, allez, 3 fois sur 4, on a gagné, ça marche, etc., sauf si les revenus baissent, etc. Mais le passage du BA à l'IS, quand vous avez des donations, vous avez par exemple étalé les plus-values court terme. Vous avez fait une vente de tracteur, vous avez des plus-values long terme qui sont taxables dans un taux fixe et des plus-values qui sont étalables sur 3 ans. Vous avez des DEP où vous avez des subventions. Il faut aussi vérifier qu'à l'IS, tous les mécanismes d'avantage des BA soient maintenus. Bon, il y en a
pas beaucoup qui sont maintenus. Donc, tout ce que vous aviez mis de côté sous forme de provision fiscale, d'étalement de plus-value, enfin, j'en passe et des meilleurs, sont à taxer plein plot avec le dernier revenu BA. Ce qui va vous donner comme remarque, ben ouais, ça me coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais non, c'est le mécanisme, c'est ce qu'on aurait dû payer demain qu'on paye maintenant. Alors évidemment, nous sommes comptables, nous sommes fiscalistes, ça en maîtrise, c'est un problème de borne et d'intervalle, je suis complètement d'accord avec vous, mais celui qui paye, il ne voit pas ça comme ça. Donc prenez le temps de faire une analyse globale, patrimoniale, revenus, MSA, etc. Parce que aussi, vous avez comme chose qu'on n'a peut-être pas dit qui vient de me revenir, c'est qu'on fait des économies de trésorerie et comme les retraites agricoles sont pas, enfin, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Après, nous, on n'est pas là pour juger. On a des mécanismes, une boîte à outils, on fait avec. Vous avez aussi possibilité de prendre des retraites complémentaires ou des choses comme ça qui permettent de faire des déductions fiscales à court terme et de préparer un revenu futur pour dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, c'est des mécanismes qui sont très intéressants qui en plus nous sommes avec des exploitations, bah, souvent avec des revenus plutôt, alors évidemment pas exceptionnels mais corrects, du patrimoine, donc du juridique, du fiscal, du social, ce qui est quand même comment dire, un beau travail de conseil que vous avez à faire. Est-ce qu'on a des questions? On va remonter. Donc alors, est-ce que madame peut avoir un micro BA et monsieur une IRL au réel lorsque monsieur et madame sont pacsés mais pas mariés? Oui. Oui, chacun est peut autonome avoir, dans sa gestion, oui. oui, chacun peut avoir sa propre exploitation. Est-il possible d'avoir le support? Oui, oui, bien sûr, il va vous être envoyé à la fin de la présentation. Pour la DEP, tout le monde n'a pas la même interprétation. Pour l'exonération de 30%, faut-il toucher l'indemnisation, avoir l'argent versé sur le compte ou bien seulement être indemnisable? Alors, normalement, il faut seulement être indemnisable. Il faut avoir en fait la preuve qu'on a eu une dégradation météorologique, une calamité agricole. Il faut déjà la certitude qu'il y a un cas qui vous permet de mettre en œuvre la récupération des mécanismes. L'indemnité d'assurance, elle arrivera avec le temps. Mais dès l'instant où vous êtes comment dire, assimilable à, malheureusement, on ne va pas dire comme ça, assimilable, c'est pas ça, mais que vous êtes reconnu comme ayant eu un dégât, vous pouvez réintégrer et les 30% sont exonérables. Que se passe-t-il quand on réintègre quand il y a une société à l'IS? Quand on intègre quoi? Bah, si on réintègre dans un DEP, en fait, ça n'existe pas. Ce cas-là n'existe pas parce que la DEP ne s'applique qu'en BA et LIR. Donc, en fait, on perd on n'a pas la DEP possible à l'IS. On ne peut plus en faire à l'IS. Par contre, le jour où vous passez du BA le 31 décembre, mettons si vous êtes en BA et vous, 1er janvier, vous avez opté à l'IS, eh bien, le dernier BA du 31 décembre, vous devez réintégrer toutes les DEP que vous n'avez pas consommées, enfin réintégrer, oui. Et là, ça fait mal des fois. Le foncier, il est mis dans la holding ou autre montage? Ben, généralement, il n'est pas spécialement... Enfin, il peut être mis dans la holding, mais alors, cas par cas. Hein. Oui, alors souvent, vous savez, quand vous êtes à ce niveau-là, vous allez avoir une exploitation agricole, éventuellement une SARL de travaux agricoles. Vous allez créer des GFA ou des SCI. Parce qu'après, le problème du foncier, il faut aussi imaginer, vous êtes dans une exploitation agricole, revenu agricole, ok, mais transmission dans 10-15 ans. Le foncier ira à qui? S'il est dans le s'il est dans les holdings et que vous avez 4-5 enfants, les 4-5 enfants vont être détenteurs indirectement du foncier. Alors que si vous mettez un GFA en marche, et s'il y a un ou deux enfants qui reprennent, le GFA ira pour eux. Alors, moi, j'ai tendance à dire, il suffit de regarder les organigrammes des grandes sociétés et comment ils font. Elles n'ont rien au chef d'entreprise. Il y a des SCI, des GFA, des SARL, des SA. Donc,
imaginez, le but du foncier, d'une holding, c'est, comme l'a dit, c'est d'être capteur d'argent, trésorerie, pour pouvoir financer ou aider à financer des choses. Donc après, il y a des filles, il y a des intégrations, vous pouvez faire des filiales, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais ne mettons pas tout dans la holding. Il y a plus d'intérêt à passer la ferme à l'IS. De mettre une holding. Alors, c'est difficile de faire du global comme ça. Hein. Le problème, la ferme dans la holding, non. Il faut toujours avoir à l'esprit une société agricole, garder un peu de BA. Garder du BA. Parce que nous sommes dans le monde rural, les agriculteurs sont très traditionnalistes, etc. Donc, ils sont toujours BA. Par contre, une holding va venir se chapeauter, c'est un peu une structure au-dessus des sociétés. Alors, quand une société démarre, les revenus ne sont pas là, donc on n'a peut-être pas tout intérêt d'être à la holding, mais faire une holding assez rapidement, parce que le jour où vous allez créer la holding et que cette holding va acheter les parts, vous aurez des plus-values à payer. Peut-être, à moins qu'il y ait exonération. Non, ne mettons pas la société dans la holding, créons une ORL, une SEA, un GAEC, enfin ce que vous voulez, que la holding prenne des parts dans cette société, parce que le but, c'est de remonter de l'argent, faire une trésorerie, une cagnotte, comme l'a bien dit Pauline, et après, eh bien, gérer le patrimoine, gérer l'avenir. Et puis en plus, attention, l'option à l'IS, tu l'as dit, elle est quasi définitive, donc c'est assez dangereux de l'opter direct. Autant garder les deux. Alors, si le BA est une ERL, il me semble que on ne peut pas avoir une holding au-dessus. On ne peut pas avoir de personne morale associée d'une ERL, si c'est toléré. Mais elle ne doit pas être majoritaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on la met souvent au max à 49%. Et moi, j'avais même des cas où dans des SEA, c'était la holding qui était gérante. Vous pouvez, alors, il faut prendre chaque ERL, évidemment. Là, en une heure, on ne va pas tout, mais tout est possible. Mais la holding ne peut pas être majoritaire dans une ERL. Il faut un gérant, personne physique. Voilà. Et puis les 49%, c'est aussi par rapport aux baux ruraux. Oui. Parce que, en fait, à l'origine, on ne devait avoir que des personnes physiques détentrices des baux. Et aujourd'hui, on accepte les personnes morales. Mais là, encore ici, il doit y avoir. Elles ne doivent pas être majoritaires, en fait, ces personnes morales. C'est pour ça qu'on met le seuil max 49. Seule une SCEA peut avoir un associé personne morale. Non, pas que la SCEA, du coup, il y a aussi le RL. Voilà. L'apport de titres d'une société agricole IR à une société holding IS a-t-il pour conséquence la réintégration immédiate des DEP de l'année de l'apport pour les exploitants comme pour une option IS? Donc on apporte... L'apport de titres d'une société agricole à une société holding a-t-il pour conséquence la réintégration immédiate des DEP de l'année de l'apport des exploitants comme pour une option IS? Alors, j'aurais tendance à dire non, parce que la structure SCEA ou ARL continue, donc les DEP réintégrés se partageront au prorata des BA qui resteront. Oui. Comment gérez-vous la réintégration des DEP dans une SCEA qui est détenue par monsieur à 51% et la holding LIS à 49%? En fait, la réintégration des DEP, elle est seulement dans la partie BA. BA, oui, c'est ça. Voilà. Donc la holding n'est pas concernée par cette réintégration. Vous pouvez nous indiquer l'intérêt de garder 51% LIR dans votre exemple? On vient d'en parler du coup, c'est par rapport aux baux ruraux et par rapport à la forme juridique en fait, pour que l'exploitant reste majoritaire. À l'IS, d'autres cotisations facultatives sont déductibles. En BA, on peut seulement déduire les cotisations de retraite complémentaires. À l'IS, peut-on aussi déduire une mutuelle, par exemple? D'autres cotisations? Non, je pense pas. Dire que la mutuelle, c'est quelque chose de privé, ça. Oui. C'est privé, donc il n'y a pas de différence entre l'IS et les BA là-dessus. Dans l'exemple de SCI, ne doit-on pas décomposer le bien et valoriser le terrain non amortissable, ce qui fait un avantage moindre?
Oui, ben, il est évident que quand vous achetez une SCI, quand une SCI en général fait construire, même en agriculture, quand vous mettez des bâtiments au bilan agricole, alors la règle qui passe partout avec les impôts, c'est, mettons, vous avez un bien de 100 000 euros, 10%, 10 000 euros, c'est la valeur du terrain bâti. C'est-à-dire que dans une SCI ou dans une SEA, s'il y a des bâtiments et s'il n'y a pas de terrain bâti, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Oui, il faut déclarer quelque chose. Donc, option IS, même conséquence d'un apport à une holding IS avec étalement d'un cinquième. Je ne comprends pas la question. Donc, option IS, même conséquence. Donc, option IS, même conséquence d'un apport à une holding IS. Je ne comprends pas. Non. Si vous pouvez reformuler. Donc, si la DEP a été déduite dans un BA où il n'y avait que des associés personnes physiques et si on a une associée à l'IS qui arrive, que fait-on des DEP et lors de la réintégration? En fait, on réintègre que dans la partie… On réintègre dans la partie BA. Voilà. GFA, le capital ne peut être détenu par une société. Oui, c'est des personnes physiques en GFA. Oui. Peut-on faire des panneaux photovoltaïques dans la holding? Alors, oui, on peut toujours faire tout dans le holding à condition que l'objet social le permet. Maintenant, l'activité photovoltaïque, c'est une activité ou commerciale, ou tout ce que vous voulez. Donc, faites une URL ou une SARL, enfin, je ne sais pas quoi, et que la holding en détienne des parts. Mais la holding, c'est quand même une entreprise financière quelque part. Elle est faite pour aider à l'activité dans ses filles ou ses filiales, donc elle permet de prêter de l'argent. Après, elle peut aussi faire des prêts, compte courant associé, mais je ne suis pas tout à fait certain que ce soit bien de faire des travaux, parce qu'après, vous allez tout avoir dans la holding, ça va être le pataquès, hein, et on n'arrivera pas à s'y retrouver. Et ensuite, dernière question sur la loi de finances 2026. Est-ce qu'on prend aussi les retraités pour le calcul des GAEC? Honnêtement, on n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Oui, il y avait une possibilité ensemble, c'était quelque chose qui était ouvert, mais là, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire. Il faudrait qu'on cherche. Ouais, on cherchera et puis on vous le confirmera ou pas par mail. Bon, a priori, on a répondu à tout le monde. Si jamais tout à l'heure, on vous a présenté les 3 différents régimes en BA et aussi une partie sur la DEP, ça, c'est des fiches pratiques qui sont disponibles et téléchargeables sur la page du comité agricole de l'Ordre de Paris. Donc, vous pouvez les télécharger là-dessus si besoin. Avez-vous la documentation qui dit qu'on peut avoir un associé personne morale dans une ERL? Bah, oui, on peut vous la retrouver, on vous l'enverra par mail. De toute façon, c'est défini dans le code rural. Voilà, bon, bah, normalement, on a répondu à tout le monde. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Les prochains sujets, ils arrivent plus tard en juin avec les 2 notaires du comité, Ophélie et Pascal. Et on parlera transmission. Voilà, bonne journée.